Bonjour, je suis Michael Duvaux-Waro, votre hôte pour cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous audio dédié aux dernières évolutions dans le domaine de la formation des professionnels de la santé. Ce podcast, ou balado, est réalisé de manière bénévole au sein de la Société internationale francophone d'éducation médicale, SIFEM, pour la revue Pédagogie médicale. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager des idées novatrices, des témoignages inspirants et des discussions approfondies sur les théories et pratiques en matière d'éducation médicale. Chaque épisode de Pédagogie médicale podcast explore les nouvelles frontières de la formation en santé avec comme base de discussion un article publié dans la revue Pédagogie médicale en compagnie d'un des auteurs de l'article sélectionné. Nous espérons que ce contenu vous donnera envie de rejoindre notre communauté professionnelle et scientifique à but non lucratif en adhérant à la SIFEM, en s'abonnant à la revue ou les deux. Aujourd'hui, je reçois Yannick Perdry avec qui nous aborderons les tests de concordance de script au travers de l'article « La physiothérapie française est-elle prête à intégrer les tests de concordance de script dans sa formation initiale ? Étude de faisabilité et d'acceptabilité », publié en 2023 avec ses co-auteurs Raphaël Grelet, Sébastien Martin, Frédéric Launay et Valérie Barthollet. Alors bonjour Yannick. Bonjour. Je te remercie pour ta présence dans ce premier épisode de cette émission. Je te propose peut-être de commencer en te présentant pour que les auditeurs puissent te situer, que tu puisses un peu nous parler de ton parcours et de tes activités professionnelles. Très bien, merci. Donc, moi j'ai 43 ans, je suis physiothérapeute, j'ai exercé en libéral pendant une dizaine d'années, j'ai eu mon propre cabinet, j'ai exercé beaucoup en musculo-squelettique, j'étais plutôt un physiothérapeute généraliste. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à intervenir dans un institut de formation et puis finalement j'ai basculé en étant formateur permanent à l'intérieur d'un institut. Donc c'est là où j'ai été de plus en plus confronté à la pédagogie et à ce monde merveilleux de l'éducation médicale. Et j'ai fait 2 masters, et donc j'ai fait j'ai fait 2 mémoires de recherche. Et c'est vrai que ça m'a donné un petit peu le goût de faire de la recherche. Et puis ensuite, là, je poursuis un peu mes études, mais on en discutera probablement après. Super, merci beaucoup. Alors du coup, on va parler de l'article que tu as publié récemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça t'est venu de travailler sur les tests de concordance de script? Eh bien, au début, c'était un petit peu improbable. Et comment ça s'est passé? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un article, ça a quand même une histoire. J'ai eu la chance pendant mon master de réaliser un stage dans un autre institut, et puis ça m'a permis de rencontrer des gens. Et puis on avait tous une appétence pour le raisonnement clinique, et on avait tous un même problème. C'est-à-dire que c'était en 2017, et à partir des années 2015, il y a eu la réforme des études en physiothérapie en France. Et là, ça a été un grand changement, vraiment un changement de paradigme, hein. Donc la notion de compétence commençait à arriver dans le référentiel. On parlait de raisonnement clinique, ce qui n'était pas le cas avant. On parlait d'evidence-based practice. Et puis, d'un point de vue politique, les études permettaient d'accéder à un niveau master, alors qu'avant, c'était un niveau licence. Donc, c'est la seule profession qui avait un niveau master, c'était les sages-femmes qui étaient des professions médicales à compétences limitées. Donc, on s'apercevait quand même que politiquement, il y allait avoir une volonté de vouloir nous positionner sur un segment qui ne serait plus un segment d'effecteurs, mais plutôt un segment d'ingénieurs qui aurait une possibilité, c'est ce qu'on pouvait percevoir, un peu pressentir, une perspective d'accès direct et donc d'augmentation d'un exercice à responsabilité en incertitude. Et on partageait, tous les 5 formateurs qui sont les co-auteurs de cet article, la difficulté de se dire, on est responsable de formation, mais comment est-ce qu'on va faire pour former les étudiants à ce cahier des charges, c'est-à-dire les former au raisonnement clinique, leur permettant de répondre à ce cahier des charges. Et
parmi nos lectures, les tests de concordance de script, en tout cas les activités par concordance, nous ont semblé être un outil intéressant. Seulement, personne n'en avait jamais fait en physiothérapie en France. Donc ça a été un petit peu fait en physiothérapie à l'étranger, hein, il y a une étude de Dumas là-dessus, mais sinon ça n'était pas fait. Et donc on s'est mis, on a créé un petit groupe informel, et on a commencé à lire. On a lu pas mal d'articles là-dessus, on s'est formé aux activités par concordance, et puis on s'est dit qu'on allait essayer de voir si c'était possible, premièrement, de créer une séquence et de la faire passer dans plusieurs instituts, deuxièmement, de voir quelle était la qualité de la séquence, et troisièmement, de voir est-ce qu'il y avait une acceptabilité de la part des différentes parties prenantes. Et donc, en fait, ça correspondait aux 3 objectifs de l'article. Donc, ce que je retiens en fait de cette expérience, c'est que il faut se lancer en fait. Hein. Moi, c'était complètement à là, je m'attendais pas du tout à faire ça. Et puis finalement, on rencontre des gens, et c'est ça un petit peu la magie d'avoir du réseau, de rencontrer des gens. On a une passion commune, et donc le message que j'ai envie d'envoyer, c'est entourez-vous, et 2, lancez-vous. Voilà, c'est un peu ce que je retire Oui. de cette mise en place de l'article. Oui, et puis si je comprends bien, en fait, du coup là, tu continues en fait sur ta lancée, et en tout cas, tu en tires une expérience positive de t'être lancé en fait sur ce sujet-là. Ah tout à fait, parce que en fait, ça m'a permis de pouvoir allier de la recherche, de pouvoir faire avancer un sujet qui a un intérêt immédiat pour moi en tant que responsable de formation pour des professionnels de santé. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ça. Et on s'est dit que il fallait publier, parce qu'en fait, il faut malgré tout que si quelqu'un a envie de développer ça en France, il sache que il fonce pas dans le mur. Il y a une acceptabilité, les parties prenantes ont l'air plutôt d'accord, donc il faut continuer les efforts, il faut y aller. Et si c'est notre pierre, c'est la pierre qu'on a apportée à l'édifice, de dire allez-y. Voilà, c'est ça que ça veut dire cet article. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du design un peu de l'étude? Qu'est-ce qui vous a fait partir sur l'acceptabilité, la faisabilité? Comment vous avez choisi un peu le design de l'étude que vous avez publiée? Alors le design de l'étude, donc c'est une étude qui est observationnelle, hein, c'est une étude qui est exploratoire. Comment est-ce qu'on s'y est pris? C'est que d'abord on a regardé quelle était la méthodologie de création d'une activité par concordance. Donc on a suivi point par point la méthodologie de création. On a fait quelques modifications, j'en parlerai un petit peu après, qui nous semblaient intéressantes. Et puis une fois qu'on a fait les différentes étapes de création, et ensuite de passation aux différents experts, d'administration aux experts, aux membres du panel de référence. Ensuite, on a fait une optimisation, et on a fait une administration à 2 populations, qui sont une population d'étudiants en physiothérapie et une population de professionnels diplômés. Donc on a réussi à faire une administration dans 4 instituts différents pour un total de 206 étudiants, 51 professionnels, et ça nous a permis de pouvoir réaliser quelques tests statistiques pour évaluer la qualité de la séquence. Et par rapport à l'acceptabilité, en fait, il y a des éléments qui sont de fait, c'est-à-dire pour la faisabilité et l'acceptabilité, c'est déjà est-ce qu'on est capable de créer une séquence, oui ou non. Deuxièmement, est-ce que cette séquence, on arrive à l'administrer à des étudiants, oui ou non? C'est-à-dire que si les instituts déjà nous disent non, déjà c'est que personne n'en veut, ça va être compliqué. Oui. Mais les instituts ont dit oui, donc c'est un autre élément. Ça paraît très simple, mais tant qu'on vous dit pas oui, ça peut pas se déployer. L'élément suivant, c'est quelle est la qualité de la séquence. Donc là, on a étudié la fiabilité et la validité. La fiabilité, on a un alpha-chromac de 0,6, c'est pas énorme, mais l'étude de Dumas, l'étude de référence en physiothérapie, était à 0,68. Et puis la validité des groupes différents a priori était validée entre les experts et les étudiants, un peu moins entre les experts et les professionnels.
Et puis par rapport à l'acceptabilité, on s'est basé sur le concept de valeurs conceptuelles et valeurs d'usage qui sont proposées par différents auteurs pour savoir si effectivement ils estiment que c'est pertinent, s'ils estiment qu'il y a une facilité d'utilisation, est-ce qu'ils l'utiliseraient en usage courant. Et en fait, parce qu'on s'aperçoit, c'est que autant les experts que les étudiants, ils trouvent que les scénarios ils sont crédibles, il y a une pertinence des hypothèses, que de l'incertitude est présente, et ça nous semblait important de pouvoir avoir une activité qui traite de l'incertitude, parce que c'est quand même l'ADN des activités par concordance, c'est son incertitude. Et puis il y a eu un ressenti unanime sur le fait qu'il y a un intérêt de cet outil pour travailler le raisonnement clinique, en tout cas pour ces étudiants et ces panélistes, et qu'il faudrait le développer en formation initiale. Donc, les parties prenantes pensent qu'il faut que ça se développe. Donc, il ne reste plus qu'à le faire. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors, du coup, moi, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu pour les auditeurs qui connaissent pas et qui sont pas très familiers de la formation et des tests par concordance. Est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu sur quelle base conceptuelle ça s'appuie? Tu nous as déjà un peu parlé d'incertitude, tu nous as parlé de raisonnement clinique, mais d'essayer de faire le point là-dessus et peut-être après de nous donner peut-être un exemple ou pour qu'on puisse un peu se représenter à quoi ça ressemblerait une séquence de TCS. Très bien. Je précise tout de suite qu'il existe des ressources qui existent sur le site du CEPAS, peut-être que vous pourrez le mettre en lien, et qui pourront vous donner pas mal de ressources, et c'est assez précieux, il y a beaucoup d'informations. Si je vous fais une petite synthèse résumée, une activité par concordance de script, c'est une activité qui en général est dématérialisée, ça se fait sur ordinateur, où le répondant, on lui présente une situation clinique qui est authentique, incertaine, ambiguë, souvent incomplète. Donc vous allez avoir une situation clinique, par exemple, vous prenez en charge un jeune volleyeur de 24 ans qui se présente au cabinet avec une douleur face médiale de genou. Donc ça, c'est une situation clinique qu'on peut rencontrer dans l'exercice clinique et qui doit être une situation plutôt courante. Ensuite, il vous est proposé une hypothèse, et cette hypothèse peut être soit une hypothèse de diagnostic, soit d'investigation, soit d'intervention. Par exemple, pour une hypothèse diagnostique, vous supposez, si vous pensez que le patient a une lésion du ligament collatéral tibial. Donc, cette hypothèse, on ne vous demande pas pour l'instant votre avis dessus. Elle vous est imposée, elle vous est donnée. Vous pensez à ça. L'étape d'après, c'est qu'on va vous donner une information supplémentaire. Ce serait par exemple un bilan, une évaluation ou des questions que vous auriez posées au sujet, au patient, et qui seraient que vous auriez pu réaliser lors de votre prise en charge. Par exemple, et alors vous apprenez que le patient n'a aucune idée de quand ni comment il s'est fait mal. Là, ce qu'il va être demandé au répondant, c'est de réaliser un micro-jugement sur l'impact qu'a cette nouvelle information sur l'hypothèse. C'est-à-dire, est-ce que le fait de savoir que le patient n'a aucune idée de ni quand ni comment il a eu cette douleur, ça a tendance à renforcer votre hypothèse de lésion, ni renforcer ni affaiblir, ça n'a pas d'impact, ou est-ce que ça a tendance à l'affaiblir? Vous avez tendance à penser que c'est moins probable. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut exercer un micro-jugement. Et alors, vous avez deux possibilités à ce moment-là. C'est que soit vous allez réaliser plutôt un test de concordance de script, soit une formation par concordance. Donc, pour comprendre comment ça marche, vu que la situation est incertaine, c'est quoi la bonne réponse? Et du fait que ce soit incertain, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs possibilités de réponse. Et pour savoir quelles sont les différentes possibilités, cette séquence est soumise à un panel de référence, c'est un panel d'experts sur le sujet, qui vont, eux, répondre à ces séquences
et ils vont donner du coup quels sont leurs choix, et on a la possibilité aussi de leur demander quelles sont leurs justifications. Mmh. Et l'activité par concordance va permettre de comparer le choix, plus ou moins la justification des répondants, avec celle des experts, et de voir en quoi il y a concordance entre le choix des experts et le choix des étudiants. Si vous mettez une note en fonction du degré de concordance, c'est plutôt un test. Si vous comparez, que vous donnez simplement un feedback, c'est-à-dire que vous donnez la justification des experts et qu'ils peuvent le comparer, alors on est plutôt dans une formation par concordance. Le premier a une fonction plutôt d'évaluation, la seconde a une fonction plutôt de formation. Mmh. Alors ça se base sur quel modèle conceptuel? C'est que les modèles conceptuels qui sont avancés, c'est la théorie des scripts. Mmh. On se base sur un modèle de raisonnement clinique parce que cette activité reproduit en fait le raisonnement clinique d'un clinicien. Ça se base sur un raisonnement clinique assez classique qu'on retrouve notamment le modèle de Montréal de 2012 ou des modèles qu'on peut plus anciens, NENDAS 2005, etc. Tout ça est cohérent avec des modèles qui sont publiés dans différents articles, notamment de pédagogie médicale. On retrouve un raisonnement intuitif analytique, dual process theory. On retrouve plusieurs choses à l'intérieur. Mais c'est basé quand même sur la notion des scripts, c'est l'élément principal. Oui. Si je comprends bien, dans les scripts, en fait, ça va dépendre beaucoup des panélistes et des scripts des panélistes pour avoir la réponse ou les réponses qui sont attendues. Et après, il y a une dimension peut-être aussi de de justification de pourquoi en fait on va dans un sens, dans l'autre. Et ça, vous travaillez beaucoup peut-être avec dans la formation avec ces justifications. Alors, l'intérêt de cette activité, l'intérêt des tests de concordance de script, c'est le fait qu'ils soient incertains et donc qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Si je fais la suite de la question, de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le volleyeur, je vais vous donner 2 justifications de panélistes. Le premier, il dit « Moi, le fait qu'il ne se souvienne pas de quand ni comment il a eu cette douleur, ça ne fait pas partie d'un script de lésion ligamentaire. Pour moi, ça n'est pas possible. Donc, le fait d'apprendre ça, ça affaiblit fortement mon idée, cette hypothèse de lésion ligamentaire. Par contre, il y en a un autre d'expert, panéliste, qui va dire normalement, il devrait s'en souvenir quand même, ça fait partie, c'est quand même troublant qu'il s'en souvienne pas. Donc pour moi, ça affaiblit plutôt. Mais plutôt parce qu'il existe quelques cas qu'il lui a rencontrés où il s'est retrouvé avec des sujets qui, par exemple, sont tombés, ont été dans un choc, dans les sports de combat, là où par exemple dans les mêlées au rugby, où en fait on ne s'aperçoit pas qu'on ait une lésion parce qu'on a été peut-être choqué un petit peu de partout. L'autre élément, c'est par exemple, ça existe aussi chez des skieurs qui ont des lésions ligamentaires liées à l'usure, c'est-à-dire qu'à un moment ça fait clac, sans traumatisme, sans chute. Donc c'est des cas rares mais qui peuvent exister. Donc on s'aperçoit qu'il y a une différence de script entre les experts, et on va s'apercevoir dans les scripts que finalement, il y a une base qui sont des invariants, une base commune qu'on retrouve, mais le dernier élément des scripts qui sont les cas antérieurs, c'est-à-dire tous les patients que vous avez vus précédemment qui vont vous donner toutes les différentes singularités et richesses des scripts. Et c'est dans les 2 cas que je vous ai donnés, on s'aperçoit qu'il y a des scripts qui peuvent être différents du fait de ces cas antérieurs des 2 experts. On sent bien du coup que la sélection des experts est un enjeu important pour avoir des tests de qualité, en tout cas d'avoir des activités par concordance de qualité. Est-ce que pour des auditeurs qui aimeraient se lancer dans la production d'activités par concordance, tu peux nous dire les points essentiels sur lesquels il faut passer du temps, avoir de l'attention pour réussir à avoir des séquences de bonne qualité justement? Alors, la qualité des TCS, elle est dépendante effectivement des experts, mais elle n'est pas dépendante. Enfin, il faut reprendre une méthodologie, c'est-à-dire que déjà il faut un cahier il faut une table de spécification. Mmh. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. Si par exemple vous avez un champ qui est défini, il faut se dire qu'est-ce qu'on retrouve habituellement dans ce champ-là. Ouais. Et il faut solliciter un créateur de vignettes qui puisse proposer des vignettes cliniques
qui répondent à une activité courante qu'on peut retrouver. Si on prend que des experts qui prennent des cas qu'on ne retrouve jamais, c'est pas l'idéal pour former les étudiants. Il faut plutôt des situations courantes qu'on retrouve à son cabinet régulièrement. Donc, comme le dit le CEPAS, on pourrait dire, en fait, vous prenez votre journée, au créateur, faut lui dire, prends ta journée, note ce que tu trouves, et puis c'est des cas qui sont très bien. Voilà, c'est souvent des situations qui sont intéressantes. Ensuite, il y a une difficulté qui est à gérer, c'est la quantité d'informations qu'on met dans la vignette. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir immerger le répondant dans une situation, qu'il ait suffisamment d'éléments pour pouvoir enclencher un raisonnement clinique et pour pouvoir déclencher des scripts, mais il faut qu'il n'y en ait pas trop pour garder un degré d'incertitude. Et ça, on peut pas le savoir a priori. Donc c'est là où il y a l'expérience du créateur, l'expérience de la personne qui aide à créer, et on ne saura finalement s'il y a trop ou pas assez d'incertitude que quand tous les experts auront répondu et en fonction de la dispersion des réponses. Le choix des experts est un point qui est délicat quand on reprend les écrits, que ce soit de Lubarski 2013, Dory 2012, qui sont des articles de référence, et puis dernièrement il y a des articles de Charlin, Fernandez plus récemment. On s'aperçoit que pour le choix des experts, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas réellement de cahier des charges. Et nous, c'est une question qu'on s'est posée qui a vraiment été importante. Parce que la réponse des experts va former les étudiants. Donc, si vous prenez un expert qui est dans une pratique contestable, ou une pratique déviante, ou une pratique de thérapie très alternative, ces justifications vont se retrouver. Donc, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que ce sont les mêmes scripts? Est-ce que finalement, il y a un alignement pédagogique entre les enseignements qu'ont eu les étudiants et puis ce que va donner l'expert? Et donc, il y a une vraie responsabilité des responsables de formation, de ceux qui créent les vignettes, pour dire, attention, il faut quand même qu'on arrive à trouver des experts qui puissent être en cohérence. Donc, je pense qu'il faut des gens qui ont une expérience, il faut des gens qui soient du terrain, il faut des gens, les gens qui n'ont pas vu de patient depuis 20 ans, c'est peut-être pas l'idéal. Donc plutôt des cliniciens, et puis qui répondent, qui puissent avoir un exercice et des formations qui puissent être cohérentes avec le programme de formation qui est dans l'Institut et qui est conforme aussi aux attendus réglementaires. Par exemple, pour nous, le Conseil de l'Ordre, c'est quelque chose qui est important. Donc, moi, pour les études, ce qu'on avait demandé, c'est qu'ils aient 5 ans d'expérience, qu'ils réalisent des prises en charge de ce type de patients. Et puis, là, le Conseil de l'Ordre s'est positionné sur ce qu'on pouvait considérer comme une spécificité, donc c'est-à-dire soit un diplôme universitaire, soit sinon une formation professionnelle d'un minimum de 40 heures sur la thématique. Et que cette formation soit reconnue par le Conseil de l'Ordre. Donc ça donne déjà un petit cadre, un petit cahier des charges. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc il faut éviter le dogmatisme en prenant que des gens qui pensent comme nous, mais il faut que ce soit quand même représentatif d'un exercice qui reste pas déviant et recommandable pour la profession. Et puis qui reste pas déviant, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une dimension qui reste en cohérence avec l'avenir professionnel des apprenants, dans le sens où si les experts ce sont des professionnels qui sont ultra spécialisés, qui ne voient que les cas complexes, graves, déjà en échec de traitement, du coup leurs scripts, si je comprends bien, seront différents, et donc du coup leur justification, ce sera peut-être si eux voient toutes les exceptions, en fait, leurs scripts sont fondamentalement différents, et donc il y a un problème de ce côté-là. Et Alors oui. C'est très vrai, et ça me rappelle une anecdote que m'avait dit un formateur. Il m'a dit au début tu es pas bon, après tu deviens très bon, et puis tu deviens moins bon, parce que au début tu débutes, après tu deviens expert, et puis comme tu es très bon, on t'envoie tous les cas incurables et tu ne te retrouves à la fin avec des résultats qui sont moins bons, parce que tu te retrouves avec tous ceux que personne n'est pas arrivé à soigner. Donc effectivement, si ça fait 10 ans qu'on se retrouve qu'avec des exceptions, effectivement faut veiller à ça. Donc les panélistes, il faut pas que ce soit des ultra experts. Il faut que ce soit des gens qui aient l'habitude de prendre en charge, qui aient des scripts développés, mais qui soient dans un exercice courant. Oui. Voilà. Ça semble accepté par les étudiants.
C'est quoi la suite? C'est de continuer à faire d'autres séquences? C'est d'étudier d'autres composantes par rapport au TCS? Tu continues à bosser dessus peut-être? Alors, je continue à travailler dessus, mais si je peux parler un petit peu des TCS. Vas-y. Déjà, on parle d'activité par concordance et on a dit qu'il y avait les tests par concordance et l'activité par concordance. Au début, les tests ont beaucoup été utilisés et ces tests ont été un petit peu attaqués parce que les tests de concordance, ils ont des problèmes. Alors, ils ont des problèmes, j'ai envie de dire, ils ont des problèmes un peu comme tout le monde. Sauf que pour les TCS, ça a été documenté. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de problème, c'est peut-être que les problèmes sont moins documentés pour tout le monde. Quand on fait un QCM, je ne sais pas si à chaque QCM, on évalue quelle est la fiabilité et validité de la séquence. Oui. Je ne suis pas certain qu'on fasse ça. Alors pour le TCS, on le fait. Donc on lui demande un cahier des charges qui est déjà assez conséquent. Donc il a été attaqué parce que c'est des activités qui ont été utilisées pour des enjeux qui étaient forts. Donc ça veut dire qu'il y a une responsabilité éthique de valider ou d'invalider des étudiants à partir de cette activité. Donc, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des problèmes de validité du processus de réponse avec des difficultés cognitives à bien comprendre qu'est-ce qui était demandé. Ils ont des problèmes psychométriques parce que c'est lié à la structure même du TCS. Comme c'est une activité qui est en incertitude avec plusieurs réponses possibles, les modèles statistiques, ils ont de la difficulté à encaisser cette incertitude. C'est dur pour un modèle statistique d'arriver à avoir un résultat correct et souvent, il est difficile de réunir les conditions d'utilisation de ces tests statistiques. Donc ceux qui sont très proches de la psychométrie et qui sont très performants là-dedans disent non, le TCS, c'est difficilement recommandable en évaluation. C'est pour ça que ça s'est beaucoup développé en formation, parce que l'enjeu n'est pas pareil. On est là pour former, et si l'outil est imparfait, il y a moins de problèmes éthiques. Alors, mon avis là-dessus, c'est que, premièrement, moi, je travaille sur l'amélioration de la validité du processus de réponse, c'est-à-dire l'aspect cognitif. Ça aura une utilité à la fois pour améliorer le test et pour la formation par concordance. Parce que si vous formez des étudiants et que finalement, vous leur demandez de justifier leur réponse, qu'ils comparent, mais en fin de compte, ils n'ont pas répondu à la bonne question parce que c'était mal formulé, ça pose problème. Donc, je suis en train de travailler sur l'amélioration de ce processus de réponse. Modification des phrases, modification de l'ancrage, etc. Deuxièmement, j'essaie de travailler sur des modèles statistiques qui pourraient être utilisés pour le test de concordance de script et qui peut-être permettraient d'avoir de meilleures qualités psychométriques. Ensuite, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les activités par concordance ont un avenir? Est-ce que finalement, ça vaut encore le coup de le faire? Si les psychométriciens disent qu'il y a des problèmes. Donc, la première chose, c'est que tout le monde a des problèmes. On va prendre les Écosses. Oui. Une étude de Daniel montre bien que en dessous de 12 stations, il n'y a pas de fiabilité. Qui fait 12 stations d'Écosse? Il n'y en a peut-être pas tant que ça. Donc, on peut attaquer le TCS, mais il va falloir regarder ce qui se passe à côté. C'est-à-dire qu'il serait bien de mettre les autres activités au même cahier des charges psychométriques que les autres activités. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que tout le monde respecte les guidelines de conception des QCM selon Aladina? Je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on élimine ce qui a été remonté sur les problèmes des TCS et qui est vrai. Oui. Donc, premièrement, est-ce que c'est un avenir? Moi, je pense que c'est un avenir parce qu'on pourra améliorer le processus de réponse, certainement, et qu'on pourra avoir un outil qui, je pense, c'est ma vision, restera probablement avec des imperfections. Ça veut dire que si l'outil reste avec des imperfections, peut-être qu'on ne pourra pas l'utiliser pour des enjeux absolument majeurs, tant qu'on est dans un monde positiviste, psychométrique. C'est vrai. Est-ce qu'on doit se restreindre à n'utiliser les activités par concordance que dans la formation par concordance et se dire, on baisse les bras et on arrête l'évaluation? Alors, déjà, on peut le faire, mais c'est pas parce qu'on le fait qu'il ne faut pas améliorer le processus de réponse. Oui. Donc, ça, j'essaie de travailler dessus. Moi, je pense qu'il faut utiliser les deux.
Et dans l'article, une des qualités, ce que j'estime être une qualité et qui était un peu novateur dans l'article, c'est que on a utilisé le cahier des charges des tests de concordance de script avec le cahier des charges de la formation par concordance. Il y en a un, il faut beaucoup d'experts pour avoir une fiabilité, et l'autre, il faut que les experts y justifient. Mmh. Bon, ça fait un cahier des charges qui est quand même énorme. Ouais. Alors pourquoi on va s'astreindre à ça? C'est parce qu'en fin de compte, on pourra utiliser une activité par concordance dans laquelle on va utiliser les mesures. Ces mesures seront probablement imparfaites, mais elles vont permettre de détecter les étudiants qui peuvent avoir des difficultés. Ce sera un faisceau d'indices. On ne pourra pas mettre les gens dans une boîte en disant non, ça y est, lui il est performant, lui il est pas performant. C'est un faisceau d'indices. Et que ça permettra de sélectionner les étudiants qui pourront avoir certains types de remédiation. Et donc, par exemple, de faire des groupes en fonction de ceux qui sont plutôt performants en diagnostic, d'autres en intervention, d'autres en investigation. Peut-être qu'on pourra faire des groupes de niveau en fonction de champs différents. Est-ce que ce sera absolument parfait? Probablement pas. Mais on va utiliser donc 2 paradigmes différents. Le paradigme positiviste, c'est-à-dire les chiffres, que l'on va injecter dans un paradigme constructiviste, à se dire, j'utilise ces données comme un faisceau d'indices pour pouvoir proposer quelque chose aux étudiants. Et peut-être qu'on va retrouver ça avec des évaluations écrites, avec du portfolio, avec des ateliers de raisonnement clinique, et on aura plusieurs faisceaux d'indices qui vont nous permettre de pouvoir porter un jugement sur l'étudiant. Quand je parle du paradigme, je reviens sur un élément qui est important. Les psychométriciens, ils sont dans un paradigme positiviste. Je le comprends, et c'est un monde de référence. Si on veut être certain et éthiquement certain que l'étudiant, il est certifié ou il n'est pas certifié, il est diplômé, pas diplômé, on pourrait dire qu'il faut une psychométrie très importante. Donc, on ne va pas utiliser les tests de concordance de script. Mais donc, on n'utilisera pas non plus les ECOS. Donc, en fait, on va utiliser que des activités où il n'y a qu'une bonne réponse et on est certain d'avoir la bonne réponse. Alors, ce sera très juste pour les étudiants et ce sera éthique pour la validation de l'étudiant. La question, c'est est-ce que c'est éthique pour le patient? Mmh. Est-ce qu'on doit certifier et valider des étudiants sur des activités qui ne représentent pas la vie réelle? Alors, on peut souffler parce que psychométriquement, on est sauvé. Oui, si on est dans un concept de compétence, on est dans un construit complexe, une évaluation complexe. Donc, mon point de vue, que je comprends qu'il peut y en avoir d'autres, c'est que je préfère avoir une collection d'outils plutôt imparfaits, mais qui représentent la réalité de l'exercice clinique. Et que, à partir du moment où on va évaluer les étudiants comme ça veut dire qu'on va les former comme ça veut dire qu'ils vont faire un effort pour répondre à ce type d'exigence. Si on les forme à des QCM, ils seront formés à du QCM. Si on veut les former à être dans de la compétence et la réalité de l'exercice clinique, dans sa complexité, dans son incertitude, on aura des outils qui seront psychométriquement moins performants. Et il faudra donc les multiplier et à un moment prendre une décision basée sur un faisceau d'indices. C'est beaucoup plus inconfortable éthiquement pour l'étudiant, mais est-ce que ça ne l'est pas plus pour le patient? J'ouvre le débat. Oui, j'entends ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu soulèves quand même le point du curriculum caché, en fait, dans le sens où la manière dont on évalue, dont on conçoit les formations, va apprendre des choses aux apprenants plus que le contenu parfois propre de ce qu'on peut dire. Enfin, faut être cohérent entre ses actes et ses paroles. Et c'est vrai que si on demande aux personnes, aux apprenants, aux professionnels de santé, d'être conscients qu'il y a une forme d'incertitude, qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais qu'à l'examen on leur donne qu'une réponse possible, il y a une forme de divergence qui peut être parfois ressentie. Donc il y a un vrai enjeu en tout cas autour de ça, dans une forme de cohérence entre la manière dont on fait les choses et les choses qu'on dit. Typiquement, c'est ce qu'on peut avoir sur le modèle biopsychosocial. On peut parler du modèle biopsychosocial, mais après, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est un enjeu assez fort dans la formation d'avoir une cohérence, un alignement par rapport à ça. Et donc, les TCS n'y échappent pas et la formation et l'évaluation par concordance n'y échappent pas. Que j'aimerais te demander, c'est déjà peut-être sur le processus de publication dans la revue, parce que du coup, tu as publié dans Pédagogie médicale. Est-ce que tu peux nous parler de la relecture par les pairs, du coup, qui a été organisée par la revue, et est-ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu en as pensé?
Moi, ça a été une expérience qui a été vraiment enrichissante. J'ai remercié les reviewers. Je ne savais pas qui c'était, mais j'espère que ça a été transmis. J'ai remercié les reviewers et je me permets de les remercier ici. Encore une fois, j'ai eu entre 5 et 6 pages de commentaires, au moins 5-6 pages de commentaires. C'était précis, c'était pertinent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que à la fois, il était précisé les éléments qui leur semblaient ne pas convenir ou pour lesquels il faudrait une amélioration, et il proposait des pistes, notamment sur la structuration de l'article. Ils ont dit, moi, le reviewer a dit, je verrai les choses soit plutôt comme ça, mais il va falloir que les auteurs se positionnent. C'est extrêmement précieux et j'ai trouvé ça très très pertinent et finalement la qualité de l'article, elle est due à l'équipe de recherche, ça c'est sûr, mais il y a une partie des reviewers à l'intérieur et c'est la première fois que j'ai vraiment pris conscience de ce que c'est que la valeur scientifique des choses. C'est-à-dire que finalement la seule valeur scientifique, c'est que la relecture par les pairs permet que des gens compétents sur le sujet pose un regard et contrôle ce qui est dit pour que ça puisse avoir un intérêt et que il y ait une amélioration de ce qui est publié. Et j'ai trouvé ça vraiment très aidant, très structurant. J'ai vraiment perçu ça comme une chance. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je conseille vivement de ne faire bien sûr que des revues relues par les pairs, mais surtout j'ai trouvé très pertinent les 2 reviewers de pédagogie médicale parce que je m'attendais pas à ce niveau-là en fait. Je me suis dit on va me dire oui c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Mais je ne saurais pas quoi faire. Là, il y a vraiment des pistes, c'est construit, ce sont des gens qui ont mouillé la chemise. Oui, c'était formatif, enfin dans le sens où il y a... C'était formatif. Moi j'ai beaucoup appris, ça c'est sûr. Tu peux peut-être nous parler un peu en ouverture de sur quoi tu travailles en ce moment, le doctorat, tout ça? Oui, donc moi je suis en parcours doctoral, je suis en co-tutelle à l'université d'Ottawa, faculté d'éducation, encadrée par Eric Dionne. Qui s'occupe de la mesure et de l'évaluation des apprentissages. Et l'autre université, c'est l'université de Grenoble en sciences de la cognition, interaction, apprentissage, environnement. Donc je suis dans un sujet qui est entre l'éducation et les sciences cognitives. En fait, le sujet de la thèse traite de la gestion de l'incertitude. C'est un sujet qui m'intéresse notamment avec les activités par concordance, mais donc la gestion de l'incertitude, notamment lors du raisonnement clinique. Et dans cette grande thématique, ce qui m'intéresse, c'est la métacognition. À quel point la métacognition peut être un levier pour gérer l'incertitude lors du raisonnement clinique. Et donc j'utilise les activités par concordance de script comme activités cognitives de base, de raisonnement clinique en incertitude. Et pendant ces activités, je fais différentes mesures du monitoring et du contrôle métacognitif et je mesure les seuils de décision. Et l'objectif est d'essayer de créer un outil qui permettrait pendant une formation par concordance, donc qui a un intérêt formatif, de pouvoir réaliser des mesures et de pouvoir identifier des étudiants qui auraient des profils différents de tolérance à l'incertitude, avec des seuils de décision qui seraient problématiques et pour lesquels on pourrait proposer des remédiations qui seraient différentes en fonction de leur tendance. Et puis ça permettrait aussi de pouvoir identifier des questions qui seraient problématiques. Donc là, plutôt une remédiation au niveau de la promotion, et ensuite, comme on a recueilli leur justification et donc leur conception erronée, de pouvoir réaliser des remédiations à partir de ces conceptions erronées. Donc ça, je vais le déployer là dans des instituts en France. Et la collecte de données là, a lieu dans pas très longtemps, donc ça devrait commencer. Super. Voilà. Et donc, j'en saurai plus quand j'aurai avancé sur le sujet. Hâte de lire tout ça.
Avant de te poser peut-être une dernière question pour conclure l'émission, j'aimerais proposer aux auditeurs qui écoutent ce podcast ou qui visionnent la vidéo d'essayer de prendre quelques instants pour noter trois mots-clés, trois éléments dans les commentaires de l'émission pour savoir ce qu'ils ont retenu du podcast. Donc si le cœur vous en dit, essayez de noter quelques éléments en commentaire pour justement activer un petit peu, réactiver un peu ce qu'on a pu se dire dans ce podcast. Et puis, si vous pouvez en même temps vous abonner à nos chaînes de la CIFEM, eh bien, vous pouvez le faire également. Alors du coup, Yannick, dernière question, j'aimerais, pour ouvrir un petit peu sur autre chose, ou pas d'ailleurs, est-ce que tu peux nous conseiller un livre à lire que chaque auditeur devrait lire un jour dans sa vie? Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé bien intéressant. C'est La tyrannie de la norme de Ted Rose. Et ça explique d'où vient la norme partout dans notre monde, hein, dans l'entreprise, dans la banque, dans l'éducation, et à quel point c'est une tyrannie. En le lisant, on voit à quel point on est contaminé par la norme, à quel point instinctivement on réagit comme ça. Et c'est une vraie ouverture sur l'humilité. Et je fais le lien avec les travaux et le doctorat. Quand on va évaluer des étudiants et faire des profils d'étudiants, je précise que ça ne sera qu'un faisceau d'indices. On pourra pas mettre les gens dans des cases. Ça ne marche en général pas. Donc, c'est pareil, quand on lit La tyrannie de la norme, on s'aperçoit que mettre des gens dans des cases, ça ne marche pas. Et donc, je reviens à cet aspect constructiviste, positiviste, hein. Je pense que on peut réunir ces deux mondes-là et la tyrannie de la norme le montre bien. Si j'avais un deuxième ouvrage, ce serait un livre qui s'appelle Noise, voilà, de Kahneman et Olivier Sibony, je crois, et donc qui traite du bruit dans l'évaluation. Il y a le biais et il y a le bruit, et c'est quand même très intéressant de savoir comment fonctionne notre cerveau et à quel point il faut rester humble sur les jugements qu'on porte. Sur ces paroles, merci Yannick pour cette vision multiréférencée de la formation et de l'usage des activités par concordance pour former les professionnels. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.